lancement d'un webinaire très particulier auquel nous tenons particulièrement ce soir, qui concerne une approche transgénérationnelle de la transmission des traumatismes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, aujourd'hui et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir le docteur Yael Danieli, que nous avons rencontré à New York et qui a réalisé un travail absolument passionnant, avant-gardiste, pionnier, que nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de partager avec vous. Docteur Danieli est psychologue, clinicienne, psychohistorienne, et c'est une véritable pionnière de la traumatologie et de la victimologie. Vous aurez accès en lien au site internet de Dr Yael Danieli. Elle a fondé le Centre international pour l'étude, le traitement et la prévention des héritages multigénérationnels du traumatisme. En tant que directrice du projet de groupe pour les survivants de l'Holocauste et de leurs enfants, elle a mené un travail psychothérapeutique approfondi avec les survivants, avec leur descendance, sur des bases individuelles, familiales, de groupe et communautaires. Elle a étudié en profondeur les réponses et les attitudes d'après-guerre à leur égard, ainsi que l'impact de ces dernières de l'Holocauste sur leur vie. Dr Danieli a publié des ouvrages qui sont récompensés dans le monde entier sur l'adaptation post-traumatique tout au long de la vie, et ce sur plusieurs générations, sur les soins, sur la formation optimale pour travailler avec cette population et d'autres populations de victimes, de survivants qui sont massivement traumatisés, sur la justice réparatrice. Cet inventaire qu'elle a créé, Dr Danieli, et qui va nous présenter ce soir, cet inventaire sur les héritages multigénérationnels de traumatisme permet une évaluation scientifiquement valide et une étude comparative internationale. Dr Yael Danieli est professeur émérite de psychologie internationale à la Chicago School of Professional Psychology. Elle a mis en place le premier programme de doctorat en psychologie internationale. Elle a participé à la création de tous les instruments internationaux relatifs aux droits des victimes et aux soins optimaux. Elle a été consultante, experte auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et d'autres tribunaux pénaux internationaux spécifiques pour le Rwanda, ainsi que pour la Cour pénale internationale pour ce qui concerne les victimes et plus particulièrement les soins à apporter au personnel. Elle est consultante auprès de la commission Vérité et Réconciliation. Elle l'a été pour la commission d'Afrique du Sud, également auprès du gouvernement rwandais, sur les réparations pour les victimes. Elle a travaillé, entre autres, en Irlande du Nord, en Bosnie-Herzégovine. Nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Elle a un destin hors du commun. Et je tenais absolument à lui donner la parole dans le cadre de la chaire d'excellence Normandie pour la paix par rapport au travail multigénérationnel qu'elle a mené. Elle allait beaucoup aussi sur les terrains sud-américains. Et en 2008, Yael Danieli a été nommée conseillère sur les victimes du terrorisme au bureau du secrétaire général des Nations Unies. C'est dire si c'est un immense plaisir et un grand honneur que de recevoir le docteur Yael Danieli qui a défriché des champs incommensurables sur la question du traumatisme multigénérationnel. Nul doute qu'il y aura à la suite de ce webinaire d'autres thèmes à élaborer. Mais aujourd'hui est venu le temps d'avoir un temps très particulier et privilégié avec elle pour sonder les ressorts psychologiques des traumatismes transgénérationnels. Docteur Yael Danieli, c'est un immense plaisir que de vous recevoir. Bienvenue en ligne. Tout est traduit en même temps en français, sera bien sûr diffusé également sur le site internet de votre institut qui est copartenaire de cet événement. Je vous laisse prendre la parole et avec votre autorisation, dès que vous me donnerez l'autorisation, je partagerai votre PowerPoint.
Merci beaucoup, Émilie. Merci de votre compréhension, de la compréhension de l'importance existentielle de ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire les héritages multigénérationnels de la souffrance. Les héritages multigénérationnels de la souffrance sont aussi vieux que l'humanité et font partie intégrante de notre compréhension de l'histoire humaine. Ils ont été transmis en paroles, en actes et même en silence. Ils ont fait l'objet de chroniques, de contemplation et d'examens, à la fois à l'oral et à l'écrit, dans toutes les sociétés, les cultures et les religions, et ils ont été analysés sous de multiples aspects par des chercheurs de nombreuses disciplines. Ayant inclus plus de 30 populations du monde entier dans mon ouvrage, le International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, j'ai conclu qu'il s'agissait d'un phénomène universel. En 2014, une recherche documentaire sur les effets des conflits violents sur les civils et leurs enfants à naître en utilisant les termes intergénérationnels, multigénérationnels, transgénérationnels ou à long terme comme mots-clés a permis d'obtenir près de 600 000 documents. Les mécanismes de transmission vont du biologique au psychologique, en passant par le familial, le socio-ethno-culturel et le politique. La description et l'explication sont limitées par les dimensions choisies et l'orientation théorique. Les modes de transmission ne s'excluent pas mutuellement. Au contraire, pour la plupart des individus, ils reflètent un certain chevauchement et un effet cumulatif. Malheureusement, je n'ai pas le temps de passer en revue les nombreuses études pertinentes, mais je suis très heureuse de pouvoir vous fournir plusieurs de nos publications qui le font. La plupart des travaux récents se sont concentrés sur la génétique et l'épigénétique. Bien que largement étudiée, la recherche sur l'impact des traumatismes massifs sur la descendance des survivants de l'Holocauste a donné des résultats mitigés. Dans ma propre tentative pour donner un sens à ces contradictions apparentes, mon cadre de travail décrit de manière exhaustive la nature complexe de la survie à un traumatisme massif et les diverses manières de s'adapter aux défis de la vie à la suite de ces traumatismes. Comme le montre la figure numéro 1, vous voyez ici la figure 1. Je vous remercie, Émilie. Donc, mon cadre vous montre les principales fonctionnelles caractéristiques de mon cadre ont mis l'accent sur le soi, l'identité, la multidimensionnalité, l'omniprésence, le caractère de l'ubiquité, l'omniprésence, de la conspiration du silence à la suite d'un traumatisme et la continuité ou rupture. Comme vous le voyez ici dans la figure numéro 1, qui décrit l'identité et les différentes dimensions possibles. L'identité d'un individu implique une interaction complexe entre plusieurs sphères ou systèmes, y compris, mais sans s'y limiter, les sphères biologiques, intrapsychiques, c'est-à-dire internes, familiales, dans la famille, communautaire, dans la communauté, économique, culturelle, nationale et internationale, voire la figure numéro 2. Je voudrais aussi vous dire que la figure numéro 2
pour moi, a été évoqué par un survivant, Monsieur Turner, qui est parti cette année. Et voilà, ça date de 1998. Donc, ma théorie sur le traumatisme, la continuité du soi est multidimensionnelle, multidisciplinaire. Donc là, si vous voyez ce dessin, vous voyez que ces systèmes, vous voyez le système que nous avons décrit avant, ces systèmes coexistent dynamiquement le long de la dimension temporelle, du passé au présent vers le futur, et cela peut être une conceptualisation continue de la vie, du passé vers le présent et vers le futur, en passant par le présent. Et donc, vous voyez ici, il y a une rupture. Et l'exposition à un traumatisme provoque une rupture, un état de blocage dans ce flux libre. Le degré de rupture, de fragmentation et de désorientation est en partie déterminé par le moment, la durée, l'étendue et la signification du traumatisme pour l'individu, mais il est également déterminé par les mécanismes et les stratégies de survie utilisées pour s'y adapter. Le degré de rupture est également exacerbé davantage par le traumatisme après le traumatisme, c'est-à-dire par la réaction des autres. Par exemple, l'indifférence de la société, l'évitement et le déni de l'expérience des survivants, ainsi que les réactions des survivants à tout cela. Ailleurs, j'ai également étudié en profondeur cette omniprésente conspiration du silence post-traumatique. Mon collègue Hilson a appelé ces phénomènes la troisième séquence traumatique chez les enfants survivants de l'Holocauste. Donc, la première, c'est pendant le trauma, la première, c'est avant le trauma, le deuxième, c'est pendant le trauma lui-même, et la troisième, c'est après le trauma. Simmons, qui est un psychiatre, un criminologue, l'a appelé la deuxième blessure. C'est ce qui se passe pour les survivants après le traumatisme, lorsqu'ils vont voir la police et la police leur demande « Mais qu'est-ce que vous portiez ce jour-là » Donc, c'est la deuxième blessure dans le contexte de la criminalité. Et ensuite, il y a le stress post-traumatique chez les vétérans du Vietnam pour expliquer les conséquences néfastes pour les survivants et leurs descendants. Le résultat peut rendre la victime ou le survivant vulnérable, en particulier à d'autres ruptures traumatiques tout au long du cycle de la vie, comme vous le voyez dans la figure numéro 3. Donc voilà, dans ce dessin. Il y a aussi les réactions immédiates au traumatisme peuvent également être chroniques. À l'extrême, les stratégies de survie se généralisent à un mode de vie et deviennent ce que j'appelle des styles d'adaptation post-traumatique durable. Je les appelle des styles d'adaptation parce que ça veut dire que la personne vraiment essaye de son mieux, essaye vraiment de s'adapter du mieux possible. Donc, ces styles englobent les mécanismes intrafamiliaux, donc dans la famille, et interpersonnels entre les personnes, les mécanismes psychologiques et comportementaux d'adaptation, de maîtrise et de défense que la victime ou le survivant a adopté comme stratégie de survie pendant et après le traumatisme. Ils font partie intégrante de la personnalité du survivant, de son répertoire de défense ou de son caractère qui est comme une armure, de sa vision de lui-même, des autres et du monde, et de sa façon d'être dans le monde. Ces styles d'adaptation
façonnent également la vie parentale et la vie familiale des survivants et à leur tour, l'éducation, le développement émotionnel, l'identité et les croyances de leurs enfants à propos d'eux-mêmes, de leur père, de leur société et du monde, devenant ainsi intergénérationnels. Les styles d'adaptation des parents constituent également le milieu biopsychosocial de l'enfant qui finalement influence la gravité des ce que j'appelle des impacts d'adaptation réparatrice de l'enfant. Mais je vais l'expliquer un peu plus tard. Notre travail consistait donc à vérifier si les données étayaient cette théorie de l'impact multigénérationnel. Pour nous, la question importante n'était pas de savoir si les enfants de survivants avaient des problèmes de santé mentale. Certains, bien sûr, en ont, d'autres non, mais plutôt de savoir qui, parmi eux, avaient des problèmes de santé mentale. Pour recueillir les données, il a d'abord fallu créer des mesures de ces différents concepts qui étaient adaptés spécifiquement aux descendants, aux enfants. Pour valider ces mesures, mes collègues et moi-même avons mené une étude auprès d'environ 500 enfants adultes de survivants de l'Holocauste qui ont rempli un inventaire en ligne. Et j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu. Donc, Émilie, si vous pouvez mettre la slide numéro 4. Vous voyez ici, c'est pour voir les différents types de réactions au traumatisme, les stratégies de survie, les styles d'adaptation, l'adaptation réparatrice, les effets de l'adaptation réparatrice. Vous voyez ici toutes ces relations que je viens juste de décrire. Et tout cela est corrélé avec l'histoire familiale et avec, bien sûr, la société, l'histoire de la société. Donc, comme vous voyez, on regarde donc toute la dimension temporelle. On peut peut-être laisser un petit peu cela à l'écran pour que les personnes puissent s'en inspirer, puissent un petit peu s'en imprégner plutôt et regarder toutes ces relations. Je vais maintenant décrire l'inventaire. Donc, l'inventaire et il est facile de le trouver sur le site Internet pour les héritages multigénérationnels des traumatismes. Il est en plusieurs langues et il a été utilisé. Il a déjà été utilisé à l'heure où nous parlons. Cet inventaire comporte 3 parties. La première partie qui mesurait les styles d'adaptation post-traumatique des parents tels qu'ils sont perçus par leurs enfants pour chaque parent, donc pour la mère et pour le père. Car une grande partie de la littérature parle de la relation mère-enfant, mais on voulait vraiment reconnaître et étudier les deux types de relations avec les deux parents. Dans la figure numéro 4 que vous avez à l'écran, les analyses factorielles exploratoires du style d'adaptation post-traumatique ont produit 3 facteurs d'ordre supérieur qui reflètent l'intensité du style de la victime. Attendez une seconde. Je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, il y a 3 facteurs d'ordre supérieur qui reflètent l'intensité du style victime, du style insensible et du style combattant. Les données ont révélé des distinctions claires entre ces 3 styles. Le style de la victime se caractérise par le fait
Donc, comme vous voyez ici à l'image, le fait d'être totalement bloqué dans une rupture traumatique, il y a beaucoup d'émotions et il y a aussi une surprotection. Le deuxième style insensible, se caractérise par un détachement émotionnel, la conspiration du silence au sein de la famille et l'intolérance par rapport à la faiblesse. Et le style maintenant combattant est caractérisé par la valorisation et le maintien de l'identité juive. Donc là, on parle de l'Holocauste. Dans d'autres sociétés, on parle de leur propre identité et par la valorisation de la maîtrise et de la justice. Donc, la possibilité de survivre dans ces circonstances et la poursuite de la justice. Ces trois échelles étaient très fiables, comme le montrent les mesures de cohérence interne et de congruence entre les langues. L'enquête a été réalisée à la fois en anglais, puisqu'on parle de l'Amérique du Nord, et aussi en hébreu dans l'État d'Israël. Mais bon, en Israël, on peut aussi interroger les personnes dans les deux langues. Donc, vous voyez ici le pourcentage sur 495 enquêtes, 78% ont été réalisées en anglais et 20% en hébreu. Et donc maintenant, la partie numéro 2 sur les impacts d'adaptation réparatrice, que j'appelle les RAI en abrégé, ces impacts ont pu mesurer la perception que les enfants des survivants de l'Holocauste avaient d'eux-mêmes. Donc, voir la figure 5, ce concept exprime, et il est très important, et il exprime la motivation fondamentale, peut-être inconsciente, de la deuxième génération à défaire et à réparer le passé et à guérir leurs parents et eux-mêmes. J'ai choisi le mot impact pour évoquer à la fois leur pluralité, il y a de nombreux effets, et leur dynamique multigénérationnelle, les impacts des parents par rapport à leurs enfants et des enfants par rapport à leurs propres enfants. Donc, comme vous le voyez ici, il y a eu une analyse et on a vu vraiment une cohérence interne très forte et une congruence entre les différentes langues, comme vous le voyez ici dans la figure. On voit que les descendants reflètent une insécurité sur leurs propres compétences, sur leur capacité à se réparer, le besoin de contrôle, l'obsession par rapport à l'Holocauste ou d'autres traumatismes en fonction des groupes étudiés, des restrictions psychosociales. Donc, c'était par exemple une difficulté à faire confiance et une dépendance qui n'est pas mature, qui est immature. Dans un sous-échantillon de participants également interrogés à l'aide de l'entretien clinique structuré pour les troubles du DSM, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien, en fait, les troubles du DSM, c'est comme une Bible avec des diagnostics de différents troubles mentaux. Donc, ces impacts que j'appelle les RAI étaient fortement liés
a la probabilité de répondre aux critères des troubles psychologiques. Lorsque les impacts d'adaptation réparatrice étaient élevés, près de la moitié des participants répondaient aux critères d'un ou de plusieurs troubles. En revanche, seuls 8% des participants répondaient aux critères lorsque les impacts d'adaptation réparatrice étaient faibles. Parmi les troubles définis par ces entretiens cliniques structurés, étudiés, le trouble anxieux généralisé était le plus fréquent, suivi de l'épisode dépressif majeur, numéro 2, et bien sûr ensuite ce que vous connaissez, qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Donc, c'est important de se souvenir de cela, puisque on a étudié des enfants et donc il y avait les syndromes de stress post-traumatique chez les adultes et chez les enfants. Mais vous voyez, le syndrome de stress post-traumatique est en fait le type de trouble le moins fréquent chez les enfants. Donc d'abord, il y a le trouble anxieux généralisé, c'est le numéro 1. Ensuite, l'épisode dépressif majeur, c'est le deuxième trouble majeur. Et ensuite, le syndrome de stress post-traumatique vient en troisième. Seules 2 variables permettaient de prédire de façon indépendante ces troubles. L'âge des descendants, des enfants, donc les descendants plus jeunes présentaient un risque plus élevé, et ces impacts d'adaptation réparatrice, les RAI. Le nombre total de ces impacts. Le style des parents était également corrélé à la présence de troubles. Par exemple, la gravité des impacts d'adaptation réparatrice chez les enfants, chez les descendants, était fortement liée au style victime des parents et, dans une moindre mesure, au style insensible des parents. L'effet de la mère sur les enfants était plus fort, mais les styles maternel et paternel y contribuaient tous les deux. La situation la plus préjudiciable pour l'enfant était lorsque la mère et le père avaient tous les deux un style de victime intense. Cet effet est au cœur de notre modèle hypothétique illustré à la figure 6, la figure suivante. Vous voyez ici le modèle, notre modèle hypothétique. On regarde les relations familiales, comment cela a un effet sur les styles d'adaptation des parents et comment aussi cela affecte les enfants, les descendants, les différents les impacts d'adaptation réparatrice. Et la partie 3 de l'inventaire a permis de recueillir des informations sur l'histoire et la dynamique de la famille sur 4 générations. Ces questions étaient importantes pour nous permettre d'élaborer le modèle selon lequel les antécédents familiaux et le milieu familial prédisent les styles d'adaptation post-traumatique qui, à leur tour, prédisent les impacts d'adaptation réparatrice des enfants. Les analyses préliminaires de la partie 3 nous ont permis d'identifier les composantes les plus influentes en vue d'analyses plus approfondies. Voir ici la figure 7, nous avons regardé différents types d'éléments et voici les facteurs qui avaient le plus d'influence. Vous voyez ici l'histoire familiale avec l'âge de la mère, la nature du traumatisme de l'Holocauste. Vous voyez aussi le milieu familial, le contexte socioculturel, la situation post-Holocauste, la taille de la famille post-Holocauste, la survie de la mère, les liens générationnels brisés, la continuité dans la pratique religieuse, mais les 2 composantes
qui avait le plus d'influence, donc l'histoire familiale. Et en fait, c'était vraiment l'âge de la mère. Si la mère était adolescente, était un enfant ou était un adulte. Et la nature des traumatismes de l'Holocauste. Par exemple, s'ils ont été dans les ghettos, dans les camps de concentration. Le milieu familial est également complexe, comme vous le voyez ici dans l'image. Il comprend l'environnement social après l'Holocauste, le cadre socio-culturel, vivre en Israël ou en Amérique du Nord, et le statut socio-économique. Par exemple, la configuration familiale, en particulier lorsque l'un des parents ou les deux étaient des survivants, donc ce qu'on appelle Et donc, l'effet il dit de s'agit double en dose, fait de l'effet cette Kellerman. double Ensuite, numéro dose 3, le effet selon soutien Kellerman. social, 3, le soutien l'appartenance. social, l'appartenance. Par exemple, Les les parents parents survivants, les survivants, grands-parents les ou les deux, grands-parents, la la taille de taille de la la famille famille, et les les affiliations affiliations à des groupes de à des groupes survivants de et à des groupes survivants, des juifs. groupes. Et numéro 4, la Enfin, continuité la continuité, les liens des générationnels qui aident les survivants et leurs enfants pour maintenir ces identités malgré les ruptures dans des sphères et des systèmes multiples. Alors, nous avons émis une certaine hypothèse, c'est-à-dire que l'effet des antécédents familiaux, du milieu familial sur les enfants serait indirect et que donc cela signifie qu'ils passent par le biais de l'intensité du style victime des parents, victimaire des parents. Et c'est exactement cela, à son tour, qui va affecter le comportement rail sur les enfants. En d'autres termes, l'effet passe des enfants vers l'enfant. Les données confirment largement ce modèle. L'un des effets indirects qui est le plus important est le contexte socioculturel. Les participants qui ont grandi en Israël, eh bien, se sentent mieux que ceux qui ont grandi en Amérique du Nord. Leurs parents avaient un style de victime moins intense et leurs enfants avaient aussi un RAI plus faible, plus limité. Ce résultat suggère que le contexte israélien a amoindri ou en tout cas contrebalancé certains de ces effets négatifs au niveau de la rupture. 3 des 4 mesures de l'identité, alors y compris la rupture des liens générationnels, eh bien, ont eu un effet plus important en Amérique du Nord qu'en Israël. Et la majorité, justement, des survivants de l'Holocauste se sont installés en Israël et en Amérique du Nord. Donc, si les deux contextes socioculturels ont offert, somme toute, une nouvelle vie, eh bien, Israël a représenté cette continuité millénaire et ce, finalement, renouvellement de l'identité juive. Cependant, tous les effets de ce cadre étaient indirects, c'est-à-dire qu'ils n'ont affecté que les enfants parce qu'ils ont affecté les parents avant. Donc, seule une variable de contexte a eu un effet à la fois direct et indirect sur l'enfant, c'est-à-dire la rupture des liens générationnels. Ceci signifie clairement qu'ils étaient préjudiciables à leurs enfants d'une manière qui allait au-delà de l'effet sur les parents. Ce qui, somme toute, en faisait globalement cette variable d'environnement la plus importante que nous ayons étudiée. Alors, maintenant, regardons notre diapo suivante. Nous voyons eh bien, cette sorte de tranche, n'est-ce pas, où vous voyez donc tous les modèles de victimes, le père, la mère extrafamiliale, Holocauste, cette rupture, et aussi cette transmission interfamiliale, justement, qui est fondamentale dans la rupture, et tout ce dans cette représentation intra-psychique. Alors maintenant, j'aimerais, et d'ailleurs c'est fondamental quand on étudie tout ce qui concerne exactement tous ces effets sur les groupes et ceux dans le monde entier.
Alors, je vais, si vous le voulez bien, en arriver à mes conclusions et mes recommandations. Donc, cette étude nous a vraiment démontré de façon empirique les expériences d'un survivant pendant l'Holocauste et les circonstances de leur vie après l'Holocauste et comment et combien ça a pu affecter leurs enfants. Alors, c'est une question cruciale qui tourmente le secteur depuis maintenant 5 décennies et ce principalement par le biais des styles d'adaptation post-traumatique des parents. Alors, comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous pensons que l'inventaire peut faciliter la recherche sur les mécanismes et aussi bien les modérateurs de la transmission. Quand nous unissons l'analyse de marqueurs épigénétiques stables tels que l'ADN au niveau de la méthylation, mais également donc, mon inventaire, l'inventaire d'Agnelli, représente une amélioration considérable par rapport à la pratique actuelle qui consiste à utiliser des listes, somme toute, de contrôle de la personnalité destinées à la population globale. Alors, parmi justement ces mesures d'histoire familiale, eh bien, l'internement était le plus fortement lié à l'intensité des styles de victimes, des parents survivants et, par conséquent, aussi avait un effet indirect qui était le plus fort sur leurs enfants, sur leur progéniture. Néanmoins, les effets du milieu familial après l'Holocauste ont été plus forts que ceux de l'histoire familiale. Si nous considérons cela dans un ensemble, ces résultats suggèrent une multiplicité d'influences sur et à partir des parents. Donc, pour comprendre finalement ces enfants de survivants, nous devons en savoir beaucoup plus sur leur vie familiale que sur leur statut de survivant de leurs parents, leur cohorte d'âge et leur expérience de l'Holocauste, qui est certes traumatisante. Et donc, par rapport à ma théorie, eh bien, notre étude soutient fortement cette approche multidimensionnelle pour évaluer l'état post-traumatique d'un individu. Alors, parmi les différentes relations avec le milieu familial, il y en a deux en particulier qui se distinguent. Tout d'abord, le fait de vivre en Israël, qui semblait avoir un effet réparateur, comme je le disais tout à l'heure, alors qu'Israël et l'Amérique du Nord offraient tous deux un nouveau futur, n'est-ce pas, pour les survivants, en particulier par rapport au fait de rester en Allemagne, et malgré les difficultés liées à l'Holocauste et d'autres difficultés persistantes, eh bien, Israël était particulièrement bien placé pour atténuer en tout cas, bon nombre des effets à long terme du traumatisme de l'Holocauste. Comme l'a fait d'ailleurs remarquer Salomon, eh bien, en Israël, l'Holocauste était de l'ancien et le nouvel État juif dans la défense active, n'est-ce pas, de cette survie. Le deuxième résultat clé, eh bien, c'est cet effet protecteur apparent de la continuité. En fait, c'est une conception de la vie qui va englober le passé, le présent et l'avenir. Et dans mon étude, eh bien, les deux mesures de cette continuité, c'est-à-dire rupture des liens générationnels et continuité de l'affiliation ou de la pratique religieuse d'une génération à l'autre, qui ont eu des effets indirects. C'est-à-dire, plus la continuité est importante, plus l'intensité du style de victime des parents est faible. Et à son tour, plus les effets d'adaptation réparatrice de l'enfant sont limités. Alors, les liens générationnels rompus ont d'ailleurs un effet direct, produisant l'effet total le plus important de toutes les variables indépendantes. D'ailleurs, certaines circonstances signifiant le soutien social, l'appartenance, et en particulier la survie ou la présence de la mère et je dirais de la famille survivante plus nombreuse, eh bien, ont probablement renforcé cette continuité familiale. En effet, un plus grand sentiment de continuité avec l'histoire juive pourrait être un autre facteur de protection
permis justement et offert par la vie en Israël. Peut-être plus que tout autre concept que nous avons vu, est-ce la rupture des liens générationnels qui rend compte de la rupture et de la tragédie inhérente à l'Holocauste. Pour les survivants de l'Holocauste, la destruction des familles, des communautés par les nazis a été l'expérience extra-familiale critique, sous-jacente au développement des styles d'adaptation des victimes qui, par le biais d'ailleurs de dynamiques intrafamiliales ultérieures, ont eu un impact négatif sur, n'est-ce pas, les enfants. Par ailleurs, la rupture des liens générationnels est devenue la représentation intrapsychique de cette rupture qui affecte les enfants, non seulement indirectement, mais je dirais par le biais de processus de transmission intrafamiliale et aussi directement, c'est-à-dire en tant que rupture intériorisée de l'Holocauste. En effet, les enfants dans ces familles, bien qu'ils ne se souviennent de l'histoire de guerre de leurs parents et de leurs familles perdues que par certains passages, certaines bribes, eh bien, peuvent attester de la présence psychologique constante de l'Holocauste chez eux et, dans certains cas, déclarent même d'avoir absorbé cette expérience omniprésente de l'Holocauste par osmose. Donc, bien qu'il soit né après un tel traumatisme dans des sociétés marquées par la conspiration du silence, eh bien, on attendait néanmoins d'eux qu'ils reproposent un arbre généalogique imprégné de meurtres, morts et de pertes, et qu'ils recommencent un cycle générationnel sain, entre guillemets, c'est-à-dire en pensant rarement finalement aux parents assassinés dans le cadre familial, etc. Donc, le fait de se concentrer uniquement sur des diagnostics cliniques en tant que résultat d'intérêt, eh bien, cela réduit nos chances de bien comprendre, de bien assimiler la totalité et les significations à vie de ces problèmes et des préoccupations et des visions du monde de ces enfants de survivants avec ces traumatismes. Les résultats de notre recherche eh bien, soutiennent plusieurs recommandations spécifiques qui visent à améliorer les interventions cliniques et communautaires après les survivants et de leurs enfants. La première recommandation, c'est d'établir un historique complet des traumatismes sur plusieurs générations dans le cadre d'une anamnèse et d'évaluation diagnostique. Et d'ailleurs, l'inventeur Danieli lui-même, eh bien que conçu principalement comme un outil de recherche, peut guider les médecins, les cliniciens dans l'identification et l'exploration de caractéristiques principales, c'est-à-dire des significations, des causes précises, les racines des expériences de vie, les émotions, les comportements, les attitudes, les visions du monde et les relations des survivants et de leurs enfants. Alors, lors de l'établissement de l'historique, le principe d'intégration devrait guider le choix des modalités thérapeutiques et des interventions. Et je parle bien évidemment de tout ce qui concerne le professionnel lié à la santé mentale, mais plus globalement aussi, je pense à un contexte global, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'un diagnostic précis est fondamental pour une bonne pratique. C'est cette exploration systématique des impacts adaptatifs, réparateurs qui sous-tendent cette détresse et les dysfonctionnements psychiatriques qui pourraient mieux servir à orienter des plans de traitement appropriés, n'est-ce pas? Et par ailleurs, d'un point de vue cognitif et comportemental, eh bien, beaucoup, ou en tout cas de nombreux énoncés de notre échelle pourraient être caractérisés comme des pensées inadaptées. Par exemple, ma première réaction face à cette nouvelle tâche est que je ne peux pas, ou bien je crains que les autres me regardent mal, etc. Et qui se prêtent à des techniques de restructuration cognitive. Donc, de façon plus globale, notre projet eh bien, souligne la nécessité pour les cliniciens qui travaillent avec cette population d'identifier et d'explorer les sens et les racines des expériences de vie
de leur passion. Mais bon, en fait, c'est une union, une combinaison des modalités thérapeutiques qui est particulièrement utile pour travailler sur les effets à long terme et intergénérationnels sur ces aspects. L'objectif thérapeutique, je dirais central, est d'intégrer de façon significative la rupture et la discontinuité. Alors, maintenant, ma deuxième recommandation serait de construire un arbre généalogique multigénérationnel. Justement, bien que quelqu'un puisse le faire de façon spontanée, pas que, n'est-ce pas, parmi les populations juives, mais je dirais parmi les peuples, toutes les populations, en tout cas les survivants, n'est-ce pas, de façon massive. Alors, bien que cela puisse, comment dirais-je, entraîner un sentiment aigu de douleur, de perte, cela permet de recréer finalement un sentiment de continuité, je dirais de cohérence endommagée par ces traumatismes hérités. Et l'exploration de l'arbre généalogique a pour avantage incroyable d'ouvrir la communication au sein des familles et entre les générations, afin de permettre de travailler sur des secrets, n'est-ce pas, de familles qui sont toxiques, en tout cas considérées comme telles. Donc, la thérapie familiale, qu'elle soit possible ou pas, et que ce soit la modalité thérapeutique qui est utilisée, les individus et les familles devraient être considérés dans le contexte de leur rupture et de leur continuité, et aussi dans le cadre de leur dimension identitaire intrapersonnelle, interpersonnelle et religieuse, voire culturelle. Donc, en fait, une recommandation plus ample, si vous le voulez bien, consiste à rompre le silence sur les expériences traumatisantes dans le plus grand nombre de contextes possibles, dans le cadre des familles, de la communauté, de la société, mais je dirais même du pays, de la nation et de la communauté internationale. Alors, notre étude met en exergue la nécessité d'aider et d'étudier les personnes massivement traumatisées, à la fois justement dans leur pays d'origine et dans aussi leur pays d'accueil respectif, n'est-ce pas, en tant que réfugiés et aussi, naturellement, dans le cadre de la diaspora. C'est ainsi une tâche purement clinique, de recherche, de politique sociale, que d'adopter ce cadre multidimensionnel, multidisciplinaire et multisectoriel, attention, qui va de pair avec cette intégration pour concevoir et étudier des programmes d'intervention, de post-vention et de prévention à long et à court terme. Donc, nos résultats ont également des implications pour les interventions communautaires, les processus de guérison qui sous-tendent finalement ces effets observés dans le cadre du milieu familial sont malléables, n'est-ce pas, en aidant les survivants à retrouver un sens, un objectif, une identité, un lien avec le passé, le présent et l'avenir, de même qu'un attachement à la communauté en elle-même et au lieu. Donc, les institutions confessionnels, les enseignants, les responsables communautaires, les cliniciens, les médecins, les décideurs politiques, les médias et les sponsors, les bailleurs de fonds doivent renforcer les efforts de la famille des amis pour promouvoir ce bien-être du nombre incroyable de victimes et de survivants et de leurs enfants potentiels dans le monde entier, ainsi en évitant ces héritages destructeurs et protégeant les futures générations. Et encore plus important, je dirais, notre tâche doit consister à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour enseigner aux décideurs politiques au niveau local, national, régional, mais aussi international, et de leur faire comprendre que les conséquences des décisions qu'ils prennent souvent, en ayant à l'esprit des considérations à court terme, eh bien, elles peuvent non seulement durer toute une vie, mais aussi s'étendre sur plusieurs générations, qu'elles
soient en contradiction flagrante avec leur rhétorique visant à rendre le monde plus sûr et meilleur pour notre génération et les générations futures. Donc, la question n'est pas seulement de savoir combien de ressources ils choisissent d'affecter à la prise en charge de victimes, mais comment elles sont mises en œuvre. Et surtout, je dirais, l'idée est de connaître les coûts multidimensionnels qui sont incalculables au niveau économique, psychosocial, éducatif, politique, pour n'en citer que quelques-uns d'ailleurs, qui eh bien, se sont développés au fil du temps, au fil des générations, et qui ne sont pas finalement prises en charge dans le cadre justement de tout cela pour les victimes, les survivants, les familles, les communautés, les nations et bien évidemment les générations futures. Merci infiniment. Bravo Yael, c'est une immense richesse et je vais profiter de la traduction simultanée parce que lorsqu'on se voit, on est intarissable d'échanges. C'était une présentation extrêmement riche, passionnante, Yael. Je suis convaincue de toute façon depuis qu'on s'est rencontrés qu'il y a beaucoup à faire, à croiser nos compétences. Je vais commencer, si vous me permettez, par vous dire à vous relayer les réactions, les questions et réponses des personnes qui nous suivent en ligne. Et je vais lire ces questions pour vous permettre de répondre. Et toute personne qui souhaite être promue en tant que panéliste pour partager la vidéo et parler directement avec Yael Danieli, n'hésitez pas à lever la main dans le panel de discussion. Je pourrai vous promouvoir en tant que panéliste pour qu'on ait un temps d'échange, comme si nous étions tous ensemble dans la même salle. Ce sera beaucoup plus appréciable pour tout le monde. Alors, je vais commencer par Donald Lurie. He says that I am the child of a flight survivor. Eh bien, je suis moi également un enfant d'un survivant et j'ai la possibilité. Attends, il faut que je change. And I am now 70. J'ai maintenant 70 ans avec des enfants et des petits-enfants de mon côté. Et donc, du coup, avec mes enfants, mes petits-enfants en tant que survivants. Si Donald est toujours en ligne. Alors, donc, je peux permettre à Donald de parler si elle le souhaite. Et Yael, vous pouvez répondre à Donald. Oui, merci beaucoup. Ceci a été fantastique. J'ai vraiment énormément apprécié, et en particulier tout ce qui a été donné au niveau des réponses sur les victimes, sur l'histoire que vous avez racontée. Et donc, comment dirais-je, l'idée, c'est vraiment de gérer tout cela, et c'est tellement difficile, y compris même après tout ce qui s'est passé en 2011. Et bref, donc, et il y a eu plein d'impacts, y compris sur moi-même, avec mes 2 filles, et j'ai maintenant aussi des petits-enfants. Et je suis curieux de, comment dirais-je, comprendre par rapport à vos études, eh bien, ce qu'il y a au-delà, n'est-ce pas, de ce sentiment qui est présent. Bon, mais ceci est une question vraiment excellente. Merci infiniment. Alors, en fait, je pense que, en tant que scientifique et en tant que, voilà, personne, alors en tant que scientifique, je peux dire que beaucoup de résultats, en tout cas sur la 3e génération, ce sont les recherches qui nous le disent, viennent d'Israël. Mais bon, ceci a été fait aussi à l'extérieur. On a eu vraiment beaucoup de temps, on a pris beaucoup de temps pour faire ces recherches. Mais bon, en tout cas, ceci a commencé, c'est ça qui est vraiment important. Et avec un de mes collègues qui a pu le faire. Donc voilà, et les résultats que nous avons, et dans ce cadre, c'est vraiment impressionnant parce que on voit que les petits-enfants, eh bien, semblent avoir plus d'agressivité ou en tout cas de mal-être. Alors, maintenant, je peux parler bien évidemment de différentes expériences et de l'inventaire qui, justement,
prend en compte tous ces aspects, y compris la troisième génération. Et quand on obtient ces résultats, eh bien, s'il vous plaît, l'idée, c'est de rester en contact pour que nous puissions vraiment vous donner des informations et vous en faire part. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de rester en contact et ceci sera fondamental. Très bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Et une chose que je voudrais dire, comme votre mère était une victime, elle n'avait pas de contrôle sur son comportement. Je sais le type d'amour qu'il y a dans les familles de survivants. Les enfants des survivants, ils doivent aussi devenir conscients, sinon ils fonctionnent de manière inconsciente. Donc il faut briser le silence, vraiment briser le silence. Ça qui est essentiel. Merci beaucoup, Donald. Très bonne question. Je vais continuer sur la question de Donald. Merci beaucoup, Donald. Donc, Marie, Blanche, pour vous dire que les webinaires sont enregistrés, sont en ligne, seront en ligne en anglais, en français, à la fois sur le site internet de la chaire d'excellence Normandie pour la paix et sur le site de l'Institut. Yes. International Center for Multi-Generational Legacies le Centre international tout sera pour diffusé, les traumatismes intergénérationnels. Alors, je voudrais profiter de la traduction simultanée pour insister sur plusieurs lignes parce que moi, j'ai trouvé le webinaire passionnant, Yael, comme à chaque fois que nous discutions. Ce qu'on voit très bien en mettant en lumière cette dimension transgénérationnelle des traumatismes, c'est la multidimensionnalité des individus, de l'individuel, de la cellule familiale à la communauté internationale et cette continuation du legs transgénérationnel traumatique. Alors, il y a la façon d'être au monde qui est extrêmement importante. Moi, j'aimerais, si vous pouviez, Yael, expliquer un peu plus ce que c'est que cette transformation, en fait, dans cette révolution scientifique qui a été de dire qu'il peut y avoir des modifications épigénétiques liées au traumatisme, parce que tout le monde ne connaît pas ce que signifie l'inscription épigénétique et la transmission transgénérationnelle. Parlons de manière simplifiante. Certains vont vous demander, est-ce que c'est une transmission psychologique? Est-ce que c'est une transmission dans l'ADN? Est-ce que c'est une transmission familiale? Comment expliquer ça au grand public, cette transmission à travers les générations? Merci beaucoup pour cette question. Oui, si on regarde la première image que nous avions montrée, la toute première, exactement. Donc là, comme vous voyez, cela fonctionne sur différentes couches, d'abord biologiques, intrapsychiques, interpersonnelles, intrafamiliales, la couche sociale, l'aspect communautaire, l'aspect ethnique, culturel, religieux, spirituel, l'aspect communautaire, national, international, etc. Donc, et là, ce sont seulement certains aspects, mais il y en a une vingtaine d'aspects supplémentaires. On parle de toute la vie. Oui, tout à fait. Pardon, I'm going to switch in French. Quand je vous écoute, Yael, je me dis que parce que je fais de l'épistémologie juridique dynamique pour analyser le droit transgénérationnel. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on a une épistémologie psychologique dynamique, multidimensionnelle et transgénérationnelle. Quelque part, peut-être que c'est juste une suggestion. Ces représentations avec le recours à l'intelligence artificielle mériteraient d'être mis en 3 dimensions et de manière dynamique. C'est un pressentiment que je vois. Je voulais également revenir sur une personne, Dean Adjukovic,
a une question à vous poser. Donc, je vais promouvoir... Oui, pardon, j'aimerais juste clarifier quelque chose sur l'épigénétique, parce que les gens sont très attirés par cela, mais ils sont souvent dans la confusion. Je suis la dernière personne à être surprise par ces résultats, parce qu'un traumatisme, comme par exemple l'Holocauste, a des effets au niveau épigénétique, bien sûr, bien sûr. Mon Dieu, cela traumatise tout au niveau de la vie d'une personne. Mais j'aimerais démystifier un ou deux aspects. Premièrement, donc j'ai une autre chose à dire. Je vois toujours les résultats épigénétiques comme une sorte de sous-couche, sous-strate qui est affectée par les événements de ce monde, puisque ce monde ne s'améliore pas, mais en fait, il y a des événements qui sont de pire en pire. Mais deuxièmement, ça ne veut pas dire que les gènes en eux-mêmes signifient que vous êtes aussi traumatisé. Ça veut dire que vous avez une vulnérabilité par rapport à des traumatismes futurs dans votre propre vie, si cela se produit. Donc ça, c'est une des couches. La troisième couche, qui est très importante pour que chacun puisse comprendre, je pense vraiment, et mes collègues ont trouvé aussi des résultats sur l'épigénétique et ils seraient d'accord. On peut aussi se protéger, il y a des façons de se protéger contre cela. Donc, essayez de trouver des façons d'appliquer ce que nous avons appris. J'espère que cela vous aide un petit peu. Moi, j'ai travaillé pendant 50 ans là-dessus et j'ai été parfois surprise lorsque l'épigénétique est devenue quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et les gens pensent que si c'est dans les gènes, c'est réel, mais c'est réel dans toutes les dimensions. Donc, ne minimisez pas l'importance de toutes les autres dimensions seulement à cause de ces résultats au niveau de l'épigénétique, même si c'est évidemment très fascinant de voir ça. Je pense que cela doit être dit aujourd'hui. Donc, merci, Émilie. Merci. Allez-y, continuez. Oui, je pense que c'est important de revenir dessus parce que souvent, en fait, Yael, vous parlez dans la pensée complexe, multidimensionnelle, transgénérationnelle, et c'est ça qui est extrêmement pionnier, innovateur et fondamental dans ces recherches. Mais inévitablement, la pensée occidentale reste une pensée plutôt simplifiante, qui met en silo, qui est dans la réflexion binaire, et c'est pour cela que je voulais vraiment que vous précisiez cette question des transmissions épigénétiques. Alors, nous avons Mary, à qui je vais donner le droit de parler, si elle le souhaite, puisque Marie a posé une question. Si elle le souhaite, bien évidemment, je lui autorise la discussion, sinon je vais lire sa question. Ah, Mary, welcome. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette superbe présentation. Je suis tellement heureuse de l'entendre. Je suis une personne autochtone du Canada. J'ai été très intéressée de savoir s'il y a une publication à ce sujet et quelles sont les possibilités de guérison, d'intervention. Oui, il y a de nombreuses publications. Vous pouvez les trouver toutes au niveau de ce Centre international sur les héritages multigénérationnels des traumatismes. Nous avons vraiment une bibliothèque exhaustive avec des publications.
y compris de la poésie, des pièces de théâtre, et ainsi que des publications scientifiques. Et tout cela est mis à jour tous les jours de façon quotidienne. Donc, vous pouvez voir tout dans cette bibliothèque et vous pouvez aussi m'envoyer un message directement. J'ai mon email qui est très simple. Yael, Y-A-E-L-D, @aol.com. Donc, si vous avez des questions sur les références, etc., n'hésitez pas à les poser. Je serai très heureuse de pouvoir y répondre. Ah, voilà. Voilà, Émilie, merci beaucoup d'avoir mis mon site Internet. Voilà notre site Internet. J'aimerais aussi dire que la chaire Normandie pour la paix s'intéresse particulièrement à cet héritage transgénérationnel des traumatismes, particulièrement au niveau des peuples autochtones. Oui, nous avons plus de 1000 publications à ce sujet en ce qui concerne les peuples autochtones. Et nous avons toutes les publications scientifiques et nous en ajoutons tous les jours de nouvelles. Et c'est ainsi que Émilie et moi-même, nous travaillons ensemble sur ce sujet, sur ce thème existentiel et très spécifique. Ensuite, il y a une autre personne qui demande la parole, c'est Blanche. Oui, pardon, je fais plusieurs choses à la fois. Donc, excusez-moi. Oui, c'est un petit peu difficile de donner la parole voilà, à tout le monde. Et donc, Marie, Blanche, quelqu'un d'autre qui demande la parole? Donc, oui, Blanche, vous pouvez poser votre question directement à Yael. Bonjour. Oui, vous avez fait une étude sur les personnes survivantes, donc les personnes qui ont vécu l'Holocauste, mais qui sont maintenant en Amérique du Nord ou en Israël. Mais est-ce que vous avez fait des enquêtes aussi sur des personnes qui seraient basées en Europe et qui ont des survivants aussi, des descendants des survivants de l'Holocauste? Oui, merci beaucoup. Donc, il y a aussi en Hongrie une de mes collègues qui a aussi étudié les descendants, les impacts sur les enfants des survivants. J'ai donc une de mes collègues qui a été invitée à se joindre à notre webinaire. Donc, si elle est là, elle peut le dire, elle peut en parler. J'ai donc une collègue qui a conduit ses enquêtes en France avec des résultats très intéressants. Et donc, si vous voulez être en lien avec lui, je vais vous donner ses coordonnées. En France, j'ai une autre collègue et son nom est également Danieli et elle est en Italie. Donc, voilà, une autre collègue, Marina Danieli, qui a fait des enquêtes, des études sur les enfants de survivants en Italie. Donc, oui, et on a aussi utilisé ce type d'enquête au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine. Et là, on va l'étudier aussi pour l'Ukraine, pour l'Allemagne. Et également, il y a eu des études au Brésil. Donc, oui. Oui, merci beaucoup. Oui, non, je vous en prie. Donc, ensuite, il y a Dean Adjukovic qui voudrait poser une question. Ah, il est membre de notre conseil d'administration. Bonjour, Dean. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Yael, pour ce
pour cette intervention vraiment exceptionnelle. J'ai une question sur l'un des styles des survivants. Donc, c'est le style du combattant. Et je suppose que, et ce sont les personnes qui sont en meilleure santé, je suppose que les survivants qui se trouvent maintenant en Israël ont plus la possibilité d'avoir ce type de style de combattant. Et c'est important pour les enfants qui ont vécu des traumatismes de masse, et y compris les traumatismes de masse plus récents, comme en Ukraine, les atrocités que l'on voit en Ukraine. Oui, c'est une question excellente, comme d'habitude, Dean. C'est très intéressant le fait que vous prenez pour hypothèse que le style de combattant est plus sain. En fait, il n'y a pas à poser d'étiquette bon ou mauvais, mais ce que vous dites là, vous l'avez identifié correctement. En fait, c'est quelque chose qui guérit le fait de se respecter soi-même, la maîtrise, etc. Ça fait partie de cette guérison de l'identité. Donc, comme vous le savez, nous travaillons avec des collègues ukrainiens quotidiennement et avec d'autres groupes. Donc, pour répondre de façon superficielle, parce que j'aimerais avoir un webinaire juste sur ce thème-là, si vous examinez dans les détails, on l'a sur notre site internet, l'inventaire de Danieli, ce n'est pas secret, tout le monde peut le voir. Donc, si vous allez voir l'inventaire de Danieli, et vous allez voir donc ces impacts d'adaptation réparatrice et l'effet sur les enfants, cela va donner une idée beaucoup plus complète sur l'enfant et cela va vous donner vraiment un tableau global avec lequel vous pouvez travailler, sur lequel vous concentrez particulièrement lorsque vous travaillez avec des enfants. Mais de façon plus importante, si nous n'aidons pas les parents dans les camps de réfugiés ou dans à différentes étapes, à différents stades, nous n'aidons pas les générations suivantes. Et donc, il faut davantage soutenir les enfants dans ces camps, pas seulement les enfants. Les enfants doivent avoir aussi des petits animaux qu'ils peuvent caresser, porter dans leurs bras, mais aussi une éducation. Il y a une façon d'introduire le respect pour sa culture, pour son patrimoine, son héritage dans les camps, dans ce type de conditions-là. Donc, il y a des façons de faire, mais il faudrait qu'on organise un webinaire spécial là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre idée. Mais en fait, c'est tout à fait quelque chose dont on va pouvoir discuter, de faire d'autres webinaires, Yael, parce que moi, je vois plusieurs choses déjà. Je vois plusieurs façons de voir la suite par rapport à ce premier temps fort avec vous, Yael. Je pense qu'il y a la question du rôle du droit et des politiques. Maintenant que vous avez bien identifié les mécanismes psychologiques, se pose la question effectivement du rôle des politiques et du rôle du droit, puisque le droit, bien évidemment, a très vite compris que la famille était la première cellule de la société, mais fait encore l'impasse sur cette dimension transgénérationnelle et l'impact des traumatismes. Alors, on a encore beaucoup à faire. Vous savez, en France, on a
on est encore dans une période où on est encore en train de dénoncer les féminicides, mais les violences faites aux femmes, dans le cadre des violences conjugales, ça reste quelque chose qui est souvent minoré. Donc, il y a un gros combat à l'heure actuelle, notamment en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, pour vraiment dénoncer, nommer, pour normer les féminicides. Mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est insister sur la dimension transgénérationnelle, sur l'impact sur les enfants qui assistent à des violences, que ce soit de la mère sur le père ou malheureusement des pères sur la mère, c'est-à-dire ces cris, ces coups qu'ils peuvent entendre et cette empreinte qui est énergétique, cette empreinte psychologique et cette empreinte dans le psychisme des enfants. Autre chose par rapport aux grandes catastrophes politiques, on n'a pas pu en parler, mais vous avez beaucoup travaillé en Amérique latine, on en a parlé sur les dictatures en Amérique latine. Donc, je me permets un pas de côté. Moi-même, mes parents ont vécu le coup d'État du Chili et je peux dire que ma mère est une traumatisée de guerre. Quelque part, je l'ai vu, cette conspiration du silence, puisque jusqu'à mes 15 ans, je ne savais rien du coup d'État du Chili. Et pour autant, il y avait un legs transgénérationnel d'un traumatisme que je n'avais pas vécu. Donc, je me permets de me fondre dans ce webinaire, ce que je fais très rarement. Mais ce qui fait que j'ai cette sensibilité toute particulière par rapport au traumatisme transgénérationnel. Est-ce qu'on pourrait dire, Yael, maintenant qu'on a 40 ans d'études, qu'on a ce recul scientifique, que là où hier, on pouvait quelque part excuser le manque de connaissances des politiques et des gouvernants sur cette dimension transgénérationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous ces travaux, avec cette connaissance, ces témoignages justement des générations qui ont subi et qui vivent ces traumatismes transgénérationnels, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un basculement dans la responsabilité sociétale, que ce soit des gouvernants et des États ? Parce que ce qui se passe en Ukraine, on sait qu'il y aura des traumatismes transgénérationnels. Lorsque l'on sait qu'on a des enfants français qui sont dans des camps parce que les parents sont allés lutter selon leurs propres idéologies, est-ce que ce n'est pas la responsabilité aussi de l'État de protéger les générations futures de nationalité, quelle qu'elle soit? Est-ce que du coup, il n'y aurait pas un basculement de responsabilité au niveau du droit et des responsabilités des politiques au vu de ces nouvelles connaissances scientifiques? Oui, tout à fait. Je pense. Alors, Dean, juste, j'aimerais donner un exemple sur ce que Émilie nous disait par rapport à l'importance des enfants et pour donner un commentaire global. Alors, un exemple, si nous regardons tout ce qui concerne mon inventaire et si nous regardons eh bien, les questions, les réactions, alors c'est toujours, il faut toujours voir quelles sont les réactions possibles. Et donc, pour répondre à votre question, puisque nous parlions justement de ces styles de combattants, n'est-ce pas? Oui, ceci est très important. Il faut lutter contre tout cela. Et si vous parvenez, en vous donnant un exemple précis, par exemple, chacun de ces points dans mon inventaire est fondamental, puisque ce sont des enfants de survivants qui ont parlé de ces faits, n'est-ce pas? De ces récits, etc. Et du coup, dans les thérapies, eh bien, on a pu entendre ces témoignages. Attention. Et donc, que pouvons-nous faire quand on est confronté, n'est-ce pas, à ce genre de situation? Et vous connaissez beaucoup de personnes qui ont souffert de cela, Dean. Et donc, comment pouvons-nous aider une personne? Bon, l'une des possibilités, c'est de rappeler aux personnes que quand les survivants ont émigré en Amérique,
ils ne connaissaient pas la langue. Et les enfants ont appris l'anglais sur place et connaissaient bien évidemment mieux l'anglais que leurs parents. Et donc, par exemple, une famille avait reçu une lettre du consulat allemand qui leur demandait de répondre. Et les enfants étaient les seuls à connaître l'anglais, à comprendre l'anglais. Et donc, du coup, les parents demandent aux enfants, alors qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on va répondre? Alors, évidemment, un enfant de 4 ans allait être complètement angoissé puisqu'il n'était pas à même, bien sûr, de, comment dirais-je, répondre à cela et surtout comprendre ce qui s'était passé. Donc, la racine de cette expérience est que on ne peut pas, on est dans l'impossibilité d'avancer. Donc, une façon d'expliquer, en fait, cela, aujourd'hui, dans une thérapie, c'est de ramener l'enfant dans le contexte, en disant, c'est exactement cela. À 4 ans, vous ne pouviez pas, bien sûr, comment dirais-je, comprendre les concepts dans cette lettre et informer vos parents. Voilà. Donc, c'est revenir au concept. Et c'est la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour les faits qui ont lieu actuellement. Donc, il y a des façons, il existe des façons, des moyens qui sont plus englobants, je dirais, et qui rentrent en profondeur de ces problématiques. Mais Émilie, donc par rapport à cela, et d'ailleurs, on travaille depuis juin, donc le 20 juin. Donc, les réfugiés. Et donc, beaucoup de choses que j'ai appris en préparant, en fait, cela. Et d'ailleurs, il faut que vous participiez à cela, à la programmation de cet événement. Et les gouvernements en Europe ne sont pas responsables des réfugiés. Et cela me ramène à votre question, Émilie. En fait, les gouvernements ne sont pas impliqués. Et d'une certaine manière, on a tout ce qui concerne les agences des Nations Unies et les ONG, si vous voulez. Donc, que ce soit international, même national. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut voir aussi ce que cela signifie globalement. Mais en fait, la question des décideurs politiques est au centre de cela. Et d'ailleurs, ils ont une responsabilité encore plus importante, je dirais, n'est-ce pas? Parce que vous parliez de cela, des politiques. Alors, certes, c'est très bien que dans le monde entier, en Pologne, en Moldavie ou ailleurs, que l'on puisse, comment dirais-je, accueillir ces réfugiés, n'est-ce pas? Et que on ait des actions précises. Bon, mais il faut séparer un petit peu les problèmes, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, les gouvernements n'agissent pas. Donc, le problème en Europe, je pense que c'est cela, bien sûr. Alors les lois dont vous parlez, mais c'est surtout qui applique ces lois et qui les met en œuvre, surtout, je dirais, puisque même si vous créez tout un ensemble de lois ou de réglementations, mais qui va les mettre en œuvre? Qui est responsable de la mise en œuvre de ces lois? C'est ça le vrai problème, n'est-ce pas? Aux États-Unis, quand un être humain aide un autre être humain, c'est parfait partout et ceci est excellent. Mais là, attention, on parle de différents niveaux de réglementation ou de législation. Donc voilà, je pense que, attention, il y a plusieurs défis à relever. Donc, C'était passionnant, il nous reste quelques minutes. Je donne bien évidemment la parole aux personnes qui sont en ligne. Je peux tout à fait vous promouvoir pour vous donner la possibilité d'échanger avec Yael. Yael, en attendant qu'une personne lève la main et que je tiens infiniment à vous féliciter, à vous remercier chaleureusement pour tout ce travail que vous avez mené et qui est un legs incommensurable pour les prochaines générations. En tant que jury, je pense qu'il y aura certainement des lectures croisées à faire par rapport aux transcriptions dans le droit de ces recherches.
Et le prochain webinaire que je ferai très certainement avec Leslie Clou, qui est en ligne, qui est la directrice scientifique de la ligne Peuple autochtone avec qui j'ai grand plaisir à travailler. J'aimerais beaucoup qu'avant le mois de juin, nous organisions un webinaire spécifiquement avec les transmissions transgénérationnelles des traumatismes, spécifiquement dans les peuples autochtones, qui cumulent également le déracinement au territoire, leur appartenance aux communautés, etc., de manière systémique. Cela va s'inscrire plus particulièrement dans l'actualité, puisque le Vatican et également, en ce moment, il y a une dynamique à l'ONU pour transcrire l'abandon de la doctrine de la découverte. Et je pense que tout ce travail que vous avez mené, Yael, va trouver une actualité des plus saisissantes dans la manière dont on va mettre concrètement en œuvre cet abandon de la doctrine de la découverte en ce nouveau siècle. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole une dernière fois avant que je clôture ce panel? Je ne vois personne. Yael, nous arrivons au terme de ce premier webinaire. C'était un immense bonheur de pouvoir échanger grâce aux interprètes. Je vous remercie beaucoup les interprètes pour votre précieuse aide. Toutes et tous, vous pouvez nous écrire à Chère Normandie pour la paix, à Yael Danieli, à moi-même Émilie Gaillard, et nous vous enverrons les liens vers ce webinaire et également vers les différents écrits et travaux de recherche réalisés par Yael. Yael, depuis la Normandie, on vous salue très chaleureusement, on vous embrasse, on vous dit merci, prenez soin de vous et merci à tous les spectateurs qui étaient en ligne, c'était passionnant. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci à vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Welcome. À bientôt. Au revoir.